Salam alaikum. Sans trop tarder, on va enchaîner pour la dernière communication de cette matinée avant qu'on l'on passe au moment toujours assez agréable de l'inauguration officielle de notre congrès. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle inauguration puisqu'on l'a fait en plein milieu du congrès. Mais toujours est-il que bon, c'est une inauguration. En clôture magistralement par une intervention de Monsieur le professeur Bernard Baudusseau, l'échec de la bithérapie et ce qui en découle. Bienvenue au stade. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et c'est un grand plaisir que je voudrais aborder avec vous un sujet qui est d'importance, puisque c'est celui auquel vous êtes confrontés chaque semaine, celui de l'échec d'une thérapeutique orale, d'une bithérapie orale bien menée. Alors déjà, un constat, pour vous rappeler quelques chiffres que vous connaissez, celui de l'importance du diabète au Maghreb, puisqu'on estime que la prévalence dans les différents pays de la région MENA du diabète est de 8 à 12% de la population adulte. Et les dernières statistiques au Maroc montrent finalement une fourchette qui est tout à fait située entre ces chiffres. Et puis que la moitié des patients diabétiques ne sont pas diagnostiqués, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de patients qui sont en attente de traitement au Maroc. Et puis cette autre statistique qui montre que un grand nombre de patients ne sont pas bien équilibrés. Vous voyez au Maroc, je ne vois pas bien le chiffre là, mais plus de 9%, enfin les sujets qui ont à peu près un tiers des patients ont une HbA1c au-delà de 9%. Des résultats qui sont meilleurs que ceux de la Tunisie, mais je pense qu'il y a eu en Tunisie un biais de recrutement, puisque un très grand nombre de patients sont très mal équilibrés en Tunisie. Finalement, les chiffres du Maroc sont voisins de ceux de l'Algérie. Et puis, quand on regarde l'évolution des différentes thérapeutiques qui sont prescrites au Maroc, eh bien, vous voyez qu'il y a eu une progression entre 2010 et 2015, un peu plus d'insuline, et d'insuline notamment associée aux antidiabétiques oraux. Et les types d'insuline, eh c'est ce qui est recommandé dans la littérature, eh bien, plutôt une basale, mais également un certain nombre de patients qui sont traités par des prémix, comme cela est tout à fait possible. Alors je voudrais vous présenter un cas très simple que vous avez probablement rencontré le mois dernier. Fatima, vous voyez, 61 ans, retraitée de la fonction publique, mère de 2 enfants. Elle a un diabète de type 2 qui a été découvert fortuitement il y a 5 ans. Elle est obèse avec un IMC à 31 kg par mètre carré. Et elle est traitée par une bithérapie à dose maximale, metformine, sulfamide. Quelque chose d'extrêmement banal, avec une HbA1c qui n'est pas aux objectifs, puisqu'elle est à 8,7%. Et la question que l'on peut se poser, c'est que faire? Eh bien, d'abord, il faut fixer les objectifs glycémiques. Et vous avez vu 1000 fois cette diapositive qui montre les différents paramètres qui permettent de préciser le niveau d'HbA1c qui serait optimal. La durée du diabète, l'espérance de vie, etc. Vous connaissez très bien cette diapositive, mais je voudrais vous faire remarquer 2 choses. C'est d'une part, tout n'est pas blanc et noir, parce que vous pouvez très bien avoir une durée du diabète qui est récente, avec une espérance de vie qui est courte, avec des comorbidités, et une motivation du patient qui est peu motivée. Et donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut arriver à faire varier les curseurs de façon à fixer le mieux possible le niveau d'HbA1c. Et puis chez les sujets âgés, il y a d'autres paramètres qu'il faut absolument prendre en compte. La cognition, l'autonomie, la dépression. On revient au propos précédent. Dépression qui peut d'ailleurs faire prendre le masque d'un état démentiel au tout début. L'état nutritionnel et la sarcopénie. Alors les objectifs sont maintenant clairs au niveau de la HAS et puis aussi de la prise de position de la SFD. Chez la majorité des patients, c'est moins de 7%. Chez les malades dont la découverte du diabète est récente et qui sont en très bonne santé, moins de 6,5%. Et c'est souvent possible au début de l'évolution du diabète. Pour tous les malades qui ont des comorbidités importantes, moins de 8%. Et chez les sujets âgés,
très malades, en fin de vie, eh bien, il faut se contenter d'une HbA1c en dessous de 9%. Alors revenons à notre malade, à Fatima. Nous sommes en échec d'une bithérapie à dose optimale. Ses objectifs glycémiques, elle est encore relativement jeune, eh bien c'est 7%. Nous sommes à plus de 8, et donc il va falloir faire quelque chose. Et que peut-on faire? Eh bien, on peut soit ajouter un antidiabétique oral, c'est le plus simple, soit passer à l'insuline, soit lui prescrire un analogue du GLP-1. Eh bien, voyons ce qu'il est possible de faire en ajoutant un antidiabétique oral. L'intérêt d'associer un antidiabétique oral, c'est qu'on aura un gain, selon les différentes molécules, entre moins 0,6 à moins 0,9% d'HbA1c. Il y aura moins de risque d'hypoglycémie, du moins il y aura quand même un risque d'hypoglycémie s'il s'agit de sulfamide. C'est facile à mettre en œuvre et c'est rapide. On ajoute un comprimé, le malade est content, vous aussi. Votre salle d'attente va pouvoir se vider plus rapidement. C'est bien accepté. Et puis, le problème, c'est que ça va retarder le passage aux thérapeutiques injectables, insuline notamment. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien, vous voyez ici cette diapositive qui est très compliquée, qui représente toutes les études qui ont été menées avec la canagliflozine. Et vous voyez que quand on ajoute de la canagliflozine, que vous n'avez pas, mais vous avez l'AMPA, c'est à peu près pareil, eh bien, vous voyez que quand on passe d'une bithérapie à une trithérapie avec la cana, selon la dose, la posologie de la canagliflozine, eh bien, on gagne entre 0,7 et 0,9% d'HbA1c. Donc Fatima, qui était à 8,7, eh bien, elle passera à 7,8, on ne sera pas tout à fait aux objectifs tout de même. L'intérêt aussi d'associer un antidiabétique oral, comme je vous l'ai montré hier, c'est qu'on va gagner aussi sur le risque cardiovasculaire, notamment avec gliflozine. Et je vous rappelle cette diapositive d'Ampareg qui montre que la diminution de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 35% et de la mort cardiovasculaire de 38%. Alors le problème, c'est que, bien sûr, on va avoir une complexification très importante des différentes possibilités thérapeutiques. Vous voyez, on était à metformine et on peut associer en bithérapie metsulfamide, met-DPP4 ou met-GLP1. Et puis ensuite, si on veut faire une trithérapie, eh bien, on va avoir tout ça. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu d'études pour évaluer les possibilités thérapeutiques et l'intérêt sur le plan cardiovasculaire de ces différentes associations thérapeutiques. Alors la deuxième solution, eh bien, c'est de passer à l'insuline. Passer à l'insuline, la plupart des recommandations proposent d'utiliser une insuline basale, mais il est également possible de faire une basale plus d'emblée, voire une injection de une ou deux prémix d'emblée également. Mais la majorité des recommandations plaident plutôt pour une basale. Alors, l'insulinothérapie, c'est bien sûr très utilisé en France comme chez vous. Et vous voyez, dans mon pays, 94% des patients diabétiques de type 2 sont suivis par des généralistes et sont des diabétiques de type 2. Et on voit que l'insulinothérapie, bon, elle concerne naturellement les diabétiques de type 1, environ 200 000 en France, et également 450 000 à 500 000 patients diabétiques de type 2 sont traités par insulinothérapie, ce qui fait un peu plus de 20%. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte en France qu'on avait un grand retard à la mise à l'insuline, à peu près 10 ans après le diagnostic, alors que dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, eh bien, le passage à l'insulinothérapie est beaucoup plus rapide. Et donc le problème, c'est qu'il faut lutter contre l'inertie thérapeutique. Il est certain qu'il est beaucoup plus facile d'ajouter un comprimé ou de dire au malade que, ma foi, ça ne va pas si mal, plutôt que tout de suite entreprendre avec lui une démarche pour lui proposer une insulinothérapie. Alors quand faut-il passer à l'insuline chez un patient diabétique de type 2 ? Eh bien, devant des signes d'insulinopénie, donc essentiellement une perte de poids malgré une conservation de l'appétit, un mauvais équilibre malgré un traitement optimal, la contre-indication aux antidiabétiques oraux et notamment l'insuffisance rénale avec une clairance en dessous de 30 ml/min qui justifie pleinement la mise sous insuline, mis à part quelques thérapeutiques que je ne citerai pas. Et de façon temporaire, c'est souvent l'occasion qui fait le larron, le patient a une pneumopathie, il était mal équilibré, eh bien on va le mettre temporairement sous insuline et puis après il verra que ce n'est pas si compliqué, on pourra continuer ce type de traitement. Également une corticothérapie ou avoir une intervention chirurgicale. Enfin, chez les patients très âgés, dépendants, eh bien, c'est souvent une façon simple d'équilibrer le diabète avec une injection d'un analogue lent, par exemple.
Comment préparer le malade à l'insulinothérapie? Eh bien, il faut aborder le sujet très tôt. Au moment où ça va bien, eh bien, lui dire que finalement il est sous thérapeutique orale, mais tout va bien pour le moment, mais peut-être qu'un jour il faudra passer à l'insuline et que ça ne sera pas si grave. Il leur a mis dans un coin de son circuit limbique, et puis quand vous lui direz qu'il faut passer à l'insuline, il sera un peu moins surpris. Il ne faut pas trop retarder le passage à l'insuline. Souvent, ce sont les malades qui retardent, mais également les médecins. Il faut individualiser les objectifs, donner un traitement simple, c'est débuter par une basale, et puis éduquer le malade et également l'entourage sur l'importance de l'automesure glycémique de façon à obtenir une bonne titration de l'insuline et également pour éviter les hypoglycémies. Alors bien sûr, les barrières, vous les connaissez, le passage à l'insuline, bien pour le patient, c'est la peur des hypoglycémies, la peur du caractère permanent du traitement, donc ça y est, mon diabète s'est aggravé, la peur de la gestion au quotidien, la peur des piqûres, les contraintes vis-à-vis de la liberté, la crainte de prise de poids, la stigmatisation sociale. Il est vrai que les patients, quand ils font leurs injections d'insuline, ils se cachent un petit peu. Donc tout ça, ce sont les barrières pour la mise à l'insuline du côté du patient, et il faudra essayer de dédramatiser la situation. Et puis pour le médecin, il y a aussi beaucoup de barrières, la peur des hypoglycémies. Si vous avez un malade, vous le mettez sous insuline et il se retrouve aux urgences, eh bien, il risque de ne plus vouloir vous consulter. La crainte de la réticence du patient, la crainte de la mauvaise observance, de la prise de poids, et puis surtout le manque de temps. Parce que mettre un malade à l'insuline, ça prend au moins 1 heure dans la consultation, et c'est un petit peu difficile, surtout si on n'a pas de relais avec un paramédical. Alors les arguments que je vous suggère pour favoriser le passage à l'insuline chez votre malade, c'est de lui dire qu'il y aura moins de complications. Mais pour lui, moins de complications, c'est loin. Par contre, la contrainte, c'est aujourd'hui. Il y aura moins de comprimés à prendre, donc il faudra dégraisser un petit peu l'ordonnance pour éviter justement qu'il y ait trop de comprimés à prendre. Lui proposer un essai de 3 mois, et ça je crois que c'est une bonne solution. Vous dites à votre malade, écoutez, je pense qu'il faut que vous soyez sous insuline, on va essayer 3 mois, et puis dans 3 mois on se reverra, on verra comment vous allez, et puis vous verrez que ce n'est pas si compliqué. Et souvent après, une fois que les malades ont commencé, ma foi, ils veulent bien poursuivre. Et puis aussi visualiser la courbe glycémique en montrant l'importance de l'intérêt de l'insulinothérapie. Alors que disent les recommandations? Eh bien, les recommandations américaines de l'an passé disaient de commencer par une basale, 10 unités, ou 0,1 à 0,2 unités kilo-jour, en titrant progressivement. C'est assez facile. Il suffit de demander au malade de faire l'injection le soir et de contrôler sa glycémie le matin. Pour obtenir une HbA1c à 7%, eh bien, il faut avoir une glycémie le matin à 1,30 g. Et puis l'idéal, c'est bien sûr que le malade soit autonome et gère lui-même son traitement, même s'il est relativement âgé. Alors pourquoi débuter plutôt par une basale? C'est ce qui est recommandé dans toutes les prises de position de tous les pays. Eh bien, voici une étude qui montre l'intérêt de commencer par une basale. Vous voyez, c'est une étude qui a été faite par le laboratoire Novo Nordisk. Ils ont pris des patients diabétiques de type 2, ils ont fait 3 bras. C'est une étude très intéressante. Ils les ont traités soit par 3 novorapides, donc un analogue rapide, soit une semi-lente, une Levemir, soit 2 novomixtes. Et puis, au bout de 1 an, eh bien, ils ont, si c'était nécessaire, intensifié le traitement en complétant, vous voyez, la première bras en mettant une Levemir, le deuxième en rajoutant des novorapides pour arriver à un schéma basal bolus, soit en intensifiant, en mettant une rapide avec les 2 novomix. Eh bien, on voit que sur l'HbA1c, ces trois techniques sont exactement équivalentes à 1 an et également à 3 ans. Donc finalement, tout ça donne de très bons résultats. Mais par contre, la différence, c'est qu'au niveau hypoglycémie, eh bien, on a beaucoup moins d'hypoglycémie avec la basale, aussi bien à 1 an qu'à 3 ans, et il y a beaucoup moins de prise de poids avec une basale. Donc je pense que cette étude est intéressante parce qu'elle montre bien l'intérêt et les différences de prise en charge avec les différentes thérapeutiques utilisables et différents schémas insuliniques. Le point important, c'est qu'il faut titrer la basale. Et on s'est rendu compte en France, également dans d'autres pays, que les malades étaient mal titrés.
ils n'atteignaient pas l'objectif, bien qu'ils aient commencé l'insuline de nombreux mois auparavant. Et chez un nombre important d'entre eux, eh bien, ils avaient débuté une insulinothérapie par une basale 10 unités et cette dose n'avait jamais été augmentée. Donc la titration est essentielle pour obtenir un bon équilibre du patient. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est capital, c'est de l'automesure glycémique. Et quand on fait un schéma bedtime, encore une fois, c'est très facile à expliquer aux patients. Vous faites votre piqûre le soir, vous faites une glycémie capillaire le matin, et si vous n'êtes pas à 1,30 g, vous augmentez de 2 unités tous les 3 ou 4 jours. C'est très facile à comprendre. Alors, quelles sont les basales disponibles? Bien, vous les connaissez. La NPH, qui est encore malheureusement recommandée par notre HAS, qui n'est pas la meilleure basale. Il y en a 3, la glargine et puis la détémir. Ce sont les analogues lents qui sont classiques. Mais il y a de nouvelles basales, donc je vous parle rapidement, les biosimilaires. Il y a un biosimilaire qui est maintenant produit par les laboratoires Lilly, qui s'appelle l'Abazaclar, c'est de la glargine. C'est exactement la même chose. Les résultats sont tout à fait identiques. L'intérêt, c'est que ces médicaments, encore que les laboratoires se soient adaptés, au départ étaient beaucoup moins chers que le princeps. Mais maintenant, les laboratoires se sont adaptés et les prix sont quasiment les mêmes. Alors, il y a 2 analogues lents qui viennent d'être commercialisés. La Tougeo, qui est de la glargine concentrée, qui donne une plus grande stabilité de l'effet. L'efficacité est exactement le même que celui de la glargine 100. L'intérêt, c'est qu'il y a une diminution des hypoglycémies nocturnes de 21%. Et c'est la même chose avec l'insuline Degludec, qui est maintenant commercialisée en France, qui donne dans les différentes études une diminution assez nette du risque hypoglycémique, à la fois total et nocturne. Alors vous me direz, laquelle est la mieux de ces 2 analogues lents qui viennent d'être commercialisés? Eh bien, il y a une étude qui a été publiée très récemment, qui s'appelle l'étude Bright, où on a comparé Tougeo et Tresiba, et entre les deux, c'est-à-dire la Degludec et la glargine U300. Et les différences sont pour le moins extrêmement subtiles, et on peut dire globalement que c'est à peu près la même chose. Alors l'autre possibilité, en dehors de passer à l'insuline, c'est d'associer un analogue du GLP-1. Et ceci est vraiment un grand progrès aussi dans la prise en charge des patients. Les avantages par rapport à l'insuline, c'est que l'efficacité est tout à fait comparable, qu'il y a une perte de poids, il n'y a pas d'hypoglycémie, en dehors de la prise conjointe de sulfamide. Il n'y a pas besoin de titrer. Et puis, il y a une protection cardiovasculaire, comme je vous l'ai montré hier, avec certaines molécules, notamment le liraglutide et le sémaglutide. Les inconvénients, c'est le coût, qui est beaucoup plus important que l'insuline, qui est peu de recul, des nausées fréquentes, et puis surtout que ces médicaments ne marchent pas chez tous les malades, car lorsqu'il existe une insulinopénie sévère, eh bien, naturellement, le pancréas ne peut plus fabriquer d'insuline sous la stimulation de l'analogue du GLP-1, et ça ne marche pas. Il y a donc un certain nombre de patients, environ un quart, qui ne sont pas répondeurs à ce type de thérapeutique. Mais quand on compare l'HbA1c, la réduction de l'HbA1c obtenue avec un analogue du GLP-1 de longue durée d'action ici versus glargine, on voit que l'analogue du GLP-1 fait plutôt un peu mieux que la glargine, et que surtout, il y a une très grande différence sur le poids, puisque vous voyez, il y a près de 4,5 kg de différence entre les patients sous cet analogue lent, analogue du GLP-1 hebdomadaire par rapport à la prise de glargine. Donc la perte de poids est tout de même extrêmement intéressante. Alors, que faire maintenant en échec de basale? Eh bien, là, je ne peux pas tout vous détailler. Échec de l'insuline basale, vous voyez, il est possible d'ajouter un antidiabétique oral, d'ajouter des bolus d'insuline rapide, de passer à 2 prémix, de faire une basale plus GLP-1, de faire une chirurgie bariatrique, et puis aussi, chez certains malades, d'utiliser une pompe à insuline. Si je vous détaillais tout ça, on mangerait à 14 heures et le président serait très fâché. Donc je vais simplement vous donner quelques pistes. Chez un patient qui est sous insuline basale, eh bien, on peut parfaitement associer un sulfamide ou une glinide. Je veux dire que très souvent, les patients ont poursuivi leur sulfamide, ce qui n'est pas recommandé lorsqu'on passe à l'insuline.
Et il y a tout de même une majoration des hypoglycémies avec l'association des sulfamides hypoglycémiants. On peut aussi ajouter une glyptine, et voici une étude qui a été faite chez des patients sous insuline basale. Vous voyez, on ajoute le placebo. Remarquez que le placebo marche toujours un petit peu, et avec de la sitagliptine, eh bien, on diminue l'HbA1c de 0,6%, comme dans tous les cas de figure avec la sitagliptine, entre 0,6 et 0,7%. Alors, l'autre solution, c'est que lorsqu'on est en échec d'une insuline basale, eh bien, ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter un bolus d'un analogue rapide au moment du repas le plus hyperglycémiant, c'est-à-dire soit le matin, soit le midi. La seconde solution, par contre, si on n'obtient pas les objectifs, eh bien, on pourra multiplier les bolus d'insuline rapides avant tous les repas pour parvenir, dans les cas les plus extrêmes, à un schéma basal-bolus, comme au cours du diabète de type 1. L'autre possibilité, c'est d'associer un analogue du GLP-1 à l'insuline basale, on va voir quelques exemples, ou alors de passer à 2 insulines prémix. Et puis, si on n'est pas aux objectifs avec 2 prémix, eh bien, on peut passer très bien à 3 injections de prémix. Et lorsque ça ne marche pas avec l'analogue du GLP-1 et de la basale, eh bien, on peut passer soit au prémix, soit au schéma basal-bolus. Alors, quand on regarde l'intérêt chez un patient qui n'est pas aux objectifs sous-basal d'ajouter un analogue du GLP-1, vous voyez cette étude qui est assez intéressante, qui montre chez des patients qui étaient en échec de glargine et de metformine, on a ajouté soit 3 injections d'un analogue rapide, la Lispro, soit un analogue du GLP-1. Et vous voyez que les résultats en termes d'HbA1c sont exactement les mêmes, mais que par contre, là aussi, il y a une grande différence en termes de prise pondérale, puisque les gens maigrissent sous un analogue du GLP-1 et prennent du poids sous le schéma basal-bolus. Donc c'est réellement une alternative au schéma basal-bolus. Ceci a conduit à un certain nombre d'associations, et notamment, vous voyez ici ce travail qui a été mené montrant les effets de l'HbA1c avec du liraglutide seul en orange, avec de la dégludec en vert, et puis l'association IDEG-liraglutide qui montre une potentialisation du schéma thérapeutique, et ceci a conduit à un produit que vous n'avez sans doute pas au Maroc, qui s'appelle le Xultophy, qui associe dans un même stylo le dégludec et le liraglutide, et qui permet une titration, mais bon, il y a quelques limites à l'utilisation de ce produit, mais c'est tout de même un progrès, et ceci illustre l'intérêt de l'association de ce type de médicaments. Pour nous résumer, j'arrive, il faut faire le bon choix dans l'intensification du traitement, c'est sûr. Maintenant, nous avons beaucoup de possibilités. Il faut arriver à bien cerner ce qu'il convient le mieux au patient, discuter avec lui pour voir ce qu'il acceptera le mieux. Et je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de rattraper le temps, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le professeur Bernard Baudussot. On ne prendra pas de questions et on ne vous prendra pas plus de temps. S'il vous plaît, restez, si vous pouvez, en place.